quel est le problème de la métrologie dans l'entreprise. Évidemment, le problème, c'est pas... Enfin, il faut des bons instruments pour prendre des bonnes décisions, on est bien d'accord, mais ça ne suffit pas. Tu nous l'as expliqué, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui contribuent à tout ça. Mais toute mesure, dans les entreprises, fondent des décisions. Alors, quel type de décision prends ton exemple, Laurent, coupable, pas coupable, c'est pas rien. Enfin, ça existe dans tous nos tribunaux. La décision industrielle qu'on est tous enclins à prendre en permanence, c'est conforme, pas conforme. Ça, c'est évidemment la décision de base. Est-ce que ma pièce est conforme? Est-ce que mon instrument est conforme? Voilà. Donc, des décisions fondées sur des mesures. On a Vincent Sapin qui nous a rejoint aujourd'hui, que j'ai eu plaisir à connaître il n'y a pas si longtemps que ça dans un projet que Christophe a évoqué un peu rapidement tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans les détails de ce projet. Et lui, sa question, c'est malade, pas malade. Donc Vincent, tu me disais tout à l'heure, ouais, alors nous, quand le chirurgien il décide de couper le pied de quelqu'un sur des résultats d'analyse biologique, bon, enfin, comprenez que les enjeux peuvent être importants. C'était pas la tête, c'est moins grave, on peut vivre sans le pied. Sans la tête, c'est plus compliqué. Voilà. Réglage par réglage. Là, je salue Marie Barbeau, voilà, qui est spécialiste qu'on a rencontré dans le cadre de l'alliance qu'on a avec le pôle Mont-Blanc Industrie, qui est représenté par Jean-Marc ici, et donc qui m'a mis en relation avec Marie, qui est une spécialiste des logiciels de MSP. Et donc la question qui se pose en suivi de procédé, c'est est-ce que mon procédé doit être réglé ou pas réglé? On va peut-être faire de la MSP Smart aussi, en apportant des notions que je vais expliquer un petit peu tout de suite. Dixième à centième, ça c'est le dimensionnement, hein. C'est la question classique du mécanicien. Il me faut quelle tolérance pour que ça marche? Donc le dimensionnement, c'est souvent empirique. On a toujours fait comme ça et ça marche. Mais des fois, ça repose aussi sur des choses un peu plus complexes. Maurice, tu ne me démentiras pas. On appelle ça des plans d'expérience. Quand on fait des plans d'expérience, on essaye de regarder quelles sont les plages dans lesquelles tel ou tel paramètre vont influencer le procédé de façon acceptable, de manière à prendre là encore des décisions de dimensionnement. Et ces plans d'expérience, ils sont faits avec des mesures. Et les mesures, vous le savez tout aussi bien que moi, elles ne sont pas justes. Et donc, elles engagent aussi des décisions sur le dimensionnement. Mais surtout, je pense qu'il faut absolument se rappeler que le début de l'histoire de la métrologie, ce n'est pas ces problèmes-là. C'est est-ce que je dois 10 € ou 11 €? La métrologie dont on a hérité, c'est celle qui date de la Révolution française. À la veille de la Révolution française, les Français voulaient un roi. On lui a coupé la tête après, c'est depuis longtemps qu'on est assez versatile. Une loi, là on est servi. Mais ce qui m'intéresse, c'est un poids et une mesure. Vous avez noté que dans le langage familier, on dit là il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire quand il y a une inégalité de traitement, par exemple dans de multiples domaines, on l'utilise au second degré. Au premier degré, c'était vraiment on veut un poids et une mesure. Pourquoi? Parce que dans le cadre des échanges commerciaux, il n'y a rien de plus insupportable que de douter de la valeur qu'on nous vend. À la veille de la Révolution française, il y avait des unités de mesure pour tous les métiers. Enfin, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Il y avait des étalons qui traînaient. On en voit des vestiges sur les murs des bâtiments officiels, enfin, voilà, qui servaient de toise. Enfin, bon. Donc il y avait des litiges permanents. Il suffit, et certains de nous le vivent encore parfois, quand ils font livrer du bois et que le paysan arrive ou qu'il arrive avec ses 10 terres de bois, le premier réflexe qu'on a, c'est de se demander si on ne s'est pas fait rouler, quoi. Vous avez noté que sur la remorque du paysan, il n'y a pas la petite étiquette verte de validité qui nous dit qu'il y a bien 10 terres dedans. Donc on doute. Ouais. Quand vous ressentez ce doute, si vous livrez, vous achetez du bois, vous imaginez pourquoi à l'époque on voulait un poids et une mesure, parce qu'on en avait vraiment marre de douter, quoi. Alors Laurent, tu nous as mis le doute. Ce doute-là, il n'est pas très grave, hein, puisque en fait, chacun pourra admettre que dans le cadre des échanges commerciaux, si le roast beef il fait 10 grammes de plus ou 10 grammes de moins, c'est pas la fin du monde, ça va pas se voir au résultat. Pareil pour le litre d'essence, enfin l'essence que vous mettez dans votre réservoir, ça n'a pas beaucoup de conséquences, il y a un petit voyant qui vous explique qu'il faut repasser à la pompe, c'est pas très très grave. Donc dans le cadre des échanges commerciaux, on a pu organiser un système qui, malgré le fait que les mesures ne sont pas justes, le consommateur a confiance. Ce système s'appelle la métrologie légale. C'est elle qui appose des petites étiquettes, c'est obligatoire, sur tous les instruments de mesure qui servent aux transactions commerciales. Vous notez que pas tout à fait tous, puisque votre compteur EDF et votre compteur d'eau n'a pas de petite étiquette verte. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça coûterait tellement cher d'aller vérifier tous les compteurs d'eau que c'est pas grave. Et puis que si un jour vous vous rendez compte d'une consommation anormale, ça m'intéresse. C'est-à-dire que quand on est dans une maison, qu'on a une famille, qu'on vit, on sait à peu près combien on consomme d'eau. Voilà. Si on fait une piscine, on trouve normal d'avoir plus de consommation l'année d'après, mais si on prend 30 mètres cubes de consommation en plus d'une année sur l'autre et qu'on n'a rien fait d'extraordinaire, on est en droit de se dire, tiens,
il y a un truc qui ne va pas. Et là, du coup, on fait une surveillance. Christophe nous en a parlé. On surveille de façon implicite que c'est cohérent, et quand c'est pas cohérent, on appelle le fournisseur d'eau qui vient, qui regarde, qui dit « Ok, je vous les rembourse vos 30 mètres cubes ». Ça évite d'étalonner tous les compteurs tout le temps. D'ailleurs, on les étalonne jamais. Pareil pour le compteur EDF. Voilà. Donc, dans le cadre des échanges commerciaux, en fait, la métrologie légale a très très bien travaillé, puisque grâce à elle, on ne doute plus des mesures dans le cadre, chez le commerçant. Et ça, c'est plutôt un point très positif, parce que moi, je me vois mal, à chaque fois que j'achète un truc, me demander si je ne suis pas en train de me faire rouler. Voilà. Ça a eu une conséquence très très importante, c'est que dans nos têtes, on a appris de façon inconsciente que les mesures étaient justes. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on a toujours vu des résultats de mesures, c'est notre quotidien, on en voit tout le temps, et on ne les voit jamais avec une incertitude. Donc on a acquis l'intime conviction inconsciente qu'une mesure est juste. Voilà. Dans la métrologie légale, c'était important que ce soit comme ça, c'était son but. La métrologie légale, c'est organisé pour que les échanges non pas ne soient justes, mais soient loyaux. Donc, pour que les échanges commerciaux soient loyaux, elle a mis en place une stratégie qui consiste à faire de l'approbation de modèles sur les instruments de mesure. C'est-à-dire tout un instrument de mesure qui va servir à des transactions financières a une autorisation de mise sur le marché par l'État. C'est pour ça que sur certains catalogues de balance, par exemple, on voit commerce interdit. C'est pas qu'elle mesure mal, c'est qu'on n'a pas voulu, le fabricant de la balance n'a pas voulu qu'elle serve aux échanges commerciaux parce qu'elle sert à autre chose, et donc du coup, il n'a pas passé ce protocole qui est sûrement un petit peu ennuyeux. Moi, je peux fabriquer un instrument de mesure légal, mais voilà. Ensuite, on a une vérification primitive, et ensuite, on a une vérification périodique, la fameuse vérification périodique. Et donc, dans la métrologie légale, quand un appareil, au terme de la périodicité qui est fixée par une loi, c'est-à-dire que si on ne respecte pas la loi, on risque d'aller au tribunal. Dans le cadre de la métrologie légale, on peut fixer une périodicité complètement arbitraire. Et quand le vérificateur vient et que l'appareil, la pompe à essence, la balance du boucher est déclarée non conforme, il se passe rien. On la règle, on la revérifie, elle est conforme, et on la remet en service pour sa périodicité. Quand vous êtes fabricant d'une pièce critique du système de frein, je vois mes amis de chez Bosch, Heiser, voilà, Gilles, une très vieille connaissance. Quand on fabrique une pièce critique d'un système ABS sur un véhicule monté en grande série, et qu'on se rend compte qu'il y a un instrument qui est non conforme à l'échéance de sa périodicité, et que cet instrument-là, il a vérifié des quantités de pièces, je ne sais quoi, on pourrait arriver, ça arrive pas très très souvent, je pense, à faire revenir tous les véhicules qui ont été montés, parce qu'il est quand même hors de question de prendre le moindre risque sur un système aussi critique de freinage. Voilà. Idem pour une pièce critique de moteur d'avion. Donc la non-conformité à l'échéance de la périodicité dans la métrologie légale n'a aucun problème, parce que des fois c'est en faveur du commerçant, des fois en faveur, c'est pas grave, la vie de personne n'est en danger, ni le pied, hein, Vincent. En revanche, dans notre métrologie à nous, celle qui va permettre de prendre des décisions, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de conformité, de malade, de ci, de là, là, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Parce qu'au gars, quand on lui a coupé le pied pour rien, il va falloir lui dire avec délicatesse, hein, parce que sinon ça va mal se terminer. D'accord ? Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Comme les enjeux ne sont pas les mêmes, les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Dans la métrologie légale, on s'en moque des incertitudes de mesure. C'est pas le problème. Ils en tiennent compte, hein, mais c'est pas le problème. On veut garantir la loyauté. On est tous traités pareil. Égalité entre les Français, voire aujourd'hui dans le monde entier, puisque l'organisation qui chapeaute ça, c'est l'Organisation internationale de la métrologie légale. Ça pose pas de problème. Donc la loyauté suffit. Dans le cadre des décisions industrielles, on ne peut pas se satisfaire de ça pour les raisons que je viens d'indiquer. Et quand on fait une mesure, il y a tout un tas de choses qui rentrent en interaction et qui font qu'en aucun cas, la mesure peut être juste. Assez récemment, à des institutionnels auvergnats auxquels je présentais le projet STAM d'instruments de mesure connectés, là encore, que Christophe a évoqué tout à l'heure, j'expliquais qu'une balance, quand vous mettez sur une balance, pour bien comprendre le problème, hein, quand on se pèse sur une balance, la balance, elle voit quoi ? Elle ne voit pas votre masse, elle voit votre poids. C'est-à-dire, elle voit votre masse et l'interaction avec la Terre qui vous attire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vole pas comme sur la Lune, parce qu'il y a un G. Et donc ce G, qui fait qu'on peut traduire la force en une masse, est fonction de la latitude à laquelle vous vous situez sur la planète, de l'altitude à laquelle vous vous situez sur la planète, voire même des marées. Parce que les marées, ça fait bouger les masses d'eau des océans et ça influe le G local. Et vous pensez bien que votre balance, ça, elle ne le sait pas. Hein. Elle prend 9,81 comme on a appris à l'école et puis elle se débrouille avec ça. Alors, pour peser un beefsteak, ça ne pose pas de problème. Pour doser des substances actives dans un vaccin, ça peut commencer à le devenir.
Par ailleurs, la balance, elle n'a pas que ça comme problème, parce que Laurent nous rappelait qu'Archimède, d'ailleurs, tu as fait ton image tout à l'heure de la balance dans l'air, c'est parce que la masse volumique de l'air est négligeable, que ça pourrait marcher aussi. Vous savez qu'Archimède a dit tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé, reçoit une poussée verticale dirigée du bas vers le haut, égale au poids du volume de fluide déplacé, et que la masse volumique de l'air est fonction de la température ambiante et de l'hygrométrie relative. Ça, votre balance ne le sait pas. Donc elle vous donne une valeur approximative, d'accord, qui doit vous satisfaire quand vous pesez le matin. Mais je redis, quand c'est pour doser des substances possiblement toxiques pour fabriquer des médicaments, ben, ça pose des problèmes. Je prends que l'exemple de la balance, mais dans toutes les unités de mesure, on a des facteurs influents qui viennent de l'opérateur, qui viennent de la méthode, qui viennent de l'instrument lui-même qui n'est pas parfait, parce que même si les fabricants d'instruments de mesure essayent de les faire comme il faut, ils ne les font pas tous identiques, donc ils ne peuvent pas tous être parfaits, au même titre que toutes les voitures ne sont pas identiques, et que voilà, il n'y a rien. Il faut accepter ce hasard qui nous unit. Et voilà. Et là, ça pose la vraie question de la smart métrologie. Comme on a dit que les mesures fondaient les décisions, et quand on admet l'idée que les mesures ne sont pas justes, on est bien obligé de se dire que les décisions ne sont pas certaines. Et comme les décisions ne sont pas certaines, elles font naître un risque. Puis si je l'écris dans le PowerPoint ou dans le livre, le statisticien calcule des probabilités, et ces probabilités deviennent des risques le jour où on prend la décision. Je mange ou je ne mange pas. Tu as cité Kant, moi j'ai cité quelqu'un de moins connu, mais j'aime beaucoup cette petite phrase sympathique. Donc notre problème à nous, c'est de gérer cette question des risques associés aux décisions. Alors dans la sémantique statistique, on ne parle pas de risque client et de risque fournisseur, on parle de choses qui ressemblent un peu, pour les statisticiens dans la salle s'il y en a, de risque alpha et bêta. Mais pour nous, dans notre vie de toujours, on parle de risque client et de risque fournisseur. C'est un concept assez sympathique sur lequel on va réfléchir un tout petit peu ensemble. Le risque client, c'est quoi ? C'est dans la définition de déclarer conforme un objet qui ne serait pas conforme. Typiquement, la pièce de système de frein, on la voit conforme, on s'est donné les moyens de la mesurer. On a dit que les mesures n'étaient pas justes, donc les décisions ne sont pas certaines. On l'a mesurée, on la voit conforme, et elle n'est pas conforme. Voilà, il faut accepter cette éventualité-là. On la comprend bien. Le risque client, c'est, dans le cas de Vincent, déclarer un patient pas malade, alors qu'il est malade. Ça a des conséquences, ça. C'est-à-dire que si je suis malade et qu'on ne le voit pas, je ne suis pas soigné. C'est déclarer non coupable le joaillier qui aurait arnaqué le roi. Voilà, donc ça, c'est le risque de la justice. C'est-à-dire on n'a pas puni la personne qui aurait mérité de l'être. Et dans le cadre de la MSP, c'est de ne pas régler un procédé qui mériterait de l'être, parce que moi, je le vois bon, donc je le... Voilà. Sauf que comme il n'est pas bon, il va produire des pièces pas bonnes. Et quand on fabrique beaucoup de pièces par unité de temps, eh ben, on risque de fabriquer beaucoup de pièces pas bonnes. C'est ce qu'on appelle le risque client. On est tous d'accord sur la définition, elle ne pose de problème à personne. Le risque fournisseur, c'est le risque inverse. C'est donc de déclarer non conforme une entité qui l'est en réalité. Ça, c'est pas bien non plus, parce que quand j'ai une pièce qui est bonne et que je la vois pas bonne, soit je la rebute, soit je la retouche, et je perds du temps, je perds de l'énergie, je consomme de la matière, je consomme tout un tas de choses, c'est pas très pertinent. C'est déclarer malade un patient qui ne l'est pas. Alors ça, on va dire, c'est moins grave. Enfin, c'est moins grave si vous faites une chimio que vous n'aviez pas besoin de faire. Moi, j'ai jamais fait de chimio, mais pour ceux qui en ont fait ou qui en connaissent, c'est pas rigolo non plus de subir à tort un traitement qui peut avoir des effets secondaires qui sont pénalisants et de l'avoir subi pour rien. Voilà. Là, j'attire votre attention quand même dès maintenant sur ce risque fournisseur qui serait le risque du patient qu'on soigne à tort. C'est qui assume le risque fournisseur ? C'est le patient. C'est-à-dire qu'il y a un risque client, c'est le patient qui n'est pas soigné alors qu'il mériterait d'être soigné. Et il y a un risque dit fournisseur qui est en fait un risque quand même patient parce qu'il est soigné alors qu'il ne méritait pas d'être soigné. Mais dans la pièce qui est non conforme, apparemment alors qu'elle est conforme, c'est pareil, c'est aussi un risque client. Parce que c'est bien le client final qui va payer les pièces rebutées à tort, les réglages, les surréglages, les sous-réglages et toutes ces bêtises-là, c'est dans le prix final de la pièce. Parce que si on laisse passer ça, la société, elle meurt. Parce qu'elle n'aura plus assez d'argent pour survivre. Donc cette réalité de risque fournisseur, risque client, elle est parfaitement discutable, dans la mesure où c'est finalement de toute façon le client final qui va assumer l'erreur de la décision. Ça, c'est mon message fondamental. Fondamental. Régulator, un procédé
qui n'avait pas besoin d'être réglé, c'est peut-être amener du bruit dans le système, et plutôt que de vouloir bien faire, on a plutôt mal fait. Et là encore, c'est quand même le client qui va payer, parce qu'on perd du temps à fabriquer des pièces conformes. D'accord ? Risque client et risque fournisseur, c'est de la sémantique. Ça n'existe pas. Le seul qui raque, le seul qui paye les frais, c'est le client final. Donc se croire en sécurité, c'est risqué. C'est risqué pourquoi ? C'est risqué parce que ça surcoûte. Si je suis soigné alors que je n'avais pas besoin d'être soigné, je subis un préjudice. Ma pièce qui était bonne et que je délivre pas bonne, et ben en réalité, ça impacte mon prix de revient. Donc ce risque fournisseur qu'on se dit prêt à accepter quand on monte dans un avion, Pierre, je te regarde parce que je me souviens d'une discussion, alors je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Gilbert, c'est sûr que dans un avion, on est content qu'on privilégie le risque client. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de pièces non conformes dans l'avion, parce qu'on veut atterrir. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les billets d'avion, enfin de moins en moins, mais les avions coûtent très cher, parce que justement, on veut tellement sécuriser le client qu'on en oublie qu'il y a des conséquences sur le fournisseur. Et que le fournisseur, c'est quand même le client, parce que c'est lui qui paye. Arrivé ici, il faut que je vous amène sur un sujet un peu sympathique et un peu décoiffant pour les métrologues. Et d'ailleurs, me semble-t-il, pour un peu tout le monde. Quand on a une vision statistique classique de la problème de conformité, tous les métrologues de la salle, je ne connais pas tous, hein, mais ont l'habitude de voir leur incertitude de mesure centrée, enfin leur valeur mesurée centrée sur l'incertitude. Hein, on dessine comme ça les choses, parce que on dessine comme ça. Mais en réalité, Laurent le disait tout à l'heure, une mesure, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Et c'est en aucun cas la valeur la plus probable. Ça peut l'être, parce que la valeur la plus probable, elle sort plus souvent que les autres, puisque c'est sa définition même. Mais, quand je fais une mesure, c'est un peu comme je lance 5D. C'est vrai qu'en moyenne, quand je lance 5D, je vais faire des valeurs entre 11 et 13, mais je peux faire un YAM de 6. D'ailleurs, quand je joue au YAM, je suis content de faire un YAM de 6. Voilà. Et bien, quand je fais une mesure, il se passe la même chose. Donc ma mesure, mon incertitude de mesure n'est en aucun cas partagée autour de la valeur mesurée. Ça, c'est une vision qu'il faut absolument effacer de nos esprits, parce qu'elle est fausse, simplement. Et la vision qu'on doit avoir en tête, c'est celle-ci. Le risque client, finalement, il n'existe, c'est le schéma du haut, que si l'objet fabriqué est non conforme. Ma valeur vraie, là, ma pièce, elle est vraiment non conforme. D'accord ? Et c'est bien autour de cette valeur vraie que va se distribuer les résultats de mesure possibles. Et là, j'ai une petite zone hachurée de résultats de mesure qui peuvent tomber dans la tolérance et me faire croire que cette valeur vraie est conforme, alors qu'elle ne l'est pas. Donc le risque, tel qu'il se définit, ce n'est pas uniquement l'incertitude de mesure, c'est aussi le fait que le procédé produit ou ne produit pas de pièces non conformes. Je pourrais très bien mesurer double décimètre des tolérances au dixième de micron si je sais que mon procédé fabrique que des pièces conformes. Ça ne me pose pas de problème. Bien sûr que des fois, j'enverrai des pas bonnes, mais en réalité, elles sont bonnes. Pour que risque client il y ait, il faut qu'il y ait des pièces non conformes. S'il n'y a pas de pièces non conformes, il n'y a pas de risque client. Alors que dans notre vision traditionnelle de l'incertitude de mesure, on a une gaussienne autour de la valeur mesurée, on peut toujours trouver des risques. Et là, on fait des mathématiques, sûrement pas de la physique et sûrement pas de la métrologie. Alors ça, c'est pas une invention delta mu. Hein. J'aurais été content. C'est pas une invention delta mu, ça s'appelle, d'un nom pas barbare, mais que vous avez sûrement, peut-être pas ou pas, peu importe, vous me direz, entendu, ça s'appelle une approche bayésienne. C'est-à-dire que dans une approche bayésienne, on ne tient pas compte simplement de l'information existant au moment de la mesure, mais on tient compte aussi de l'a priori. C'est-à-dire quand je mesure, j'ai un a priori sur ce que je vais mesurer. Et tous les métrologues en ont d'ailleurs. J'en vois dans la salle, Eric, quand on fait des étalonnages, des fois on dit tiens, c'est bizarre. C'est arrivé à tout le monde. Si on dit tiens, c'est bizarre, ça veut dire qu'on avait un a priori. Parce qu'on ne peut pas dire tiens, c'est bizarre si on n'a pas d'a priori. Voilà. On est d'accord ? Donc cet a priori, il existe, on ne l'a pas formalisé, simplement, mais il existe. C'est la courbe en très fort qui représente la probabilité que ma valeur vraie ait telle ou telle valeur. Et une fois que j'ai la probabilité que ma valeur vraie ait telle ou telle valeur, j'y reviendrai tout à l'heure, je peux calculer aussi la probabilité d'avoir une mesure entre telle et telle valeur. C'est une probabilité jointe, conjointe. C'est un truc bizarre, quoi. Ouais, c'est un truc de probabiliste. Mais je voudrais vous rassurer quand même sur les probabilités, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus les calculs à la main. Hein.
On a tous des ordinateurs et ils savent faire des calculs. Il y a une époque où on faisait des calculs à la main, c'était pénible. Mais maintenant, c'est les ordinateurs qui travaillent. Nous, on doit juste savoir les utiliser. Pas juste pour faire des barres graphes et des trucs en couleur. Ça, c'est bien, ça décore, mais ça ne change pas les choses. Ça, les ordinateurs savent le faire. On doit les utiliser pour ça. Au début, un ordinateur, c'est fait pour faire des calculs. Le graphe du dessous, ça présente une situation dite de risque fournisseur, à savoir, ma pièce est bonne, mais mon erreur de mesure peut me laisser croire qu'elle n'est pas bonne. D'accord là-dessus ? C'est donc bien la combinaison de deux choses. Le smart métrologue ne va donc pas s'intéresser uniquement à l'incertitude de mesure. Il va s'intéresser aussi au process qu'il mesure. Quand Christophe parlait tout à l'heure en biologie médicale des patients sains, il est légitime depuis le temps que les humains se reproduisent sur cette planète, qu'on ait une vague idée de savoir quelle est la distribution normale de la glycémie chez un patient sain. Alors, ce ne sera pas tout le monde la même valeur, pour mille raisons, parce qu'on n'a pas le même régime alimentaire, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones, je ne sais pas quoi, là, ma fille pourrait m'aider, elle pourrait venir à mon secours. Bon, bref. Mais on a quand même des valeurs entre des limites acceptables et un histogramme des valeurs possibles, donc on sait s'intéresser à l'a priori. Puis après, on s'intéresse à l'incertitude de mesure, et on verra tout à l'heure qu'avec ces deux informations, on peut fiabiliser la mesure et ne pas se contenter d'une seule valeur, qui est la valeur que l'instrument nous a délivrée, mais une valeur qui va être inférée par rapport à la connaissance a priori, pour avoir une valeur de meilleure qualité, plus fiable. Une fois qu'on a pris conscience, et c'est important, que le risque client et le risque fournisseur, c'est toujours le client qui paye, et que les risques naissent du fait de la réalité et de la mesure, c'est la combinaison de ces deux actions, je dois aussi vous annoncer une très mauvaise nouvelle. C'est que ces risques-là, client et fournisseur, ils ne s'équilibrent pas. C'est-à-dire que quand je gagne 1% sur le risque client, je perds 10% sur le risque fournisseur. Je dis le chiffre au hasard, hein. Ça dépend de tout un tas de contextes, mais en tout cas, il n'y a pas proportionnalité. C'est pas 1 pour 1, 2 pour 2, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si je veux vraiment diminuer mon risque client, je vais faire exploser le risque fournisseur. Il faut l'avoir en tête, c'est essentiel. Donc dans les avions, si on veut absolument diminuer le risque, et on a raison, hein, surtout rien remettre en cause là-dessus, tant pis, on paye cher les billets d'avion. Si on veut absolument diminuer le risque, d'accord, dans une pièce critique d'avion, on va surévaluer son coût. C'est une évidence. On ne peut pas faire autrement. Et le petit pourcent qu'on va vouloir gagner, c'est beaucoup de pourcents sur le prix final. Quand je dis le prix, il n'y a pas que le prix. Hein. Le prix final, je fais juste un clin d'œil à l'efficience. Parce que dans le cluster qu'on a organisé en 2014, on s'appelle Auvergne Efficience Industrielle. Et l'efficience, on l'a définie comme l'efficacité au juste coût. Et le au juste coût, on a mis une petite subtilité, on l'a mis au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le prix de revient qui nous importe. Il y a aussi toutes les conséquences en termes d'énergie, de consommation de matières premières, d'impact en termes de pollution, d'impact sociétaux. Enfin, le prix d'un objet, ce n'est pas juste son prix de revient parce que je voulais être sûr et tant pis. Le tant pis coûte très cher. Et il a des conséquences autour de nous et pour nous et les générations futures. Alors, dans le livre, on a cité Saint-Exupéry, qui a dit, j'adore cette phrase, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants, donc il faudrait qu'on ait un peu de respect pour eux, et que du coup on se pose les bonnes questions pour qu'il en reste un peu à eux aussi, et aux leurs, parce que comme on est fait pour se reproduire, voilà, continuité de l'espèce, peut-être. Bon bref, on ne va pas faire de philosophie sur ce sujet-là. D'accord ? Ça c'est essentiel de le comprendre. Essentiel de comprendre que le risque fournisseur et le risque client, c'est toujours le client qui paye et qu'il n'y a pas de proportionnalité. Alors, je l'ai parlé de l'avion, très simple. Dans le livre, je crois qu'on parle de la voiture. Imaginez que combien coûte le dernier pouillème de pourcent qui fait que la voiture ne va pas tomber en panne. Ça doit coûter très cher. Hein, dernier pouillème. Et finalement, qu'est-ce qui se passe si la voiture tombe en panne ? Parce que si ce dernier pouillème me coûte 5 000 €, je dis n'importe quoi, et que si ma voiture tombe en panne, je suis embêté pendant 2 heures, je ne sais pas vous, mais moi, en 2 heures, je ne gagne pas 5 000 €. Donc je préfère les économiser et prendre le risque que ma voiture tombe en panne et est embêtée. Alors évidemment, il faut l'accepter, hein, parce que quand on a pris un risque, il faut l'assumer. Et là, dans ce cas-là, les gens disent « Ouais, tombe en panne encore !» Ben oui, tu as gagné 5 000, donc... Bon. Il faut une vraie révolution culturelle pour rentrer dans ce truc-là, mais ça me paraît complètement indispensable. Alors, Laurent expliquait tout à l'heure, alors cette image-là, je ne vais pas vous faire un cours de statistique, hein, ce n'est pas du tout le problème. Qu'est-ce que vient faire un statisticien dans cette affaire ? Tous ces calculs dont je vous parle, ce n'est pas nous, métrologues, qui allons les faire.
Je le redis, c'est les ordinateurs, mais les ordinateurs, ils les font pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'auront appris à le faire. Un ordinateur, c'est bête, hein. Enfin, à la base. Après, il faut lui apprendre à faire des trucs. Donc c'est les statisticiens qui ont développé toute la théorie qui va bien pour faire tout ça. Et maintenant, on a des ordinateurs, on a la théorie, donc merci aux statistiques. On a besoin de ces deux compétences pour faire des choses qui sont rationnelles. Et les choses qui sont rationnelles, c'est quoi? C'est de trouver l'optimum de valeur. Alors aujourd'hui, comment on gère ces risques? Dans les industries, dans les laboratoires de biologie médicale, dans les incertitudes de mesure, on n'en tient pas forcément compte, tout le monde ne les calcule pas. Savez-vous que seuls 10%, je crois, des entreprises françaises sont ISO 9001, à peu près, 10%. Les 90 autres pourcents, c'est bien loin de tout ça. Donc, pourtant, ils fabriquent des pièces, ils fabriquent tout ça. Donc, on fait bien avec nos résultats de mesure et on se débrouille avec. Et force est de constater que ça marche. Ça, c'est sûr, ça marche. Donc, comme ça marche, on ne se pose pas trop de questions. Donc, on a quand même managé ces risques. Alors, pour que ça marche, on a fait un truc très simple. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on se situe au pire des cas. Donc, ça surmarche, en réalité. Alors, je prends l'exemple très simple du bouchon de stylo, parce qu'on peut tous le matérialiser dans nos têtes. La façon de voir le bouchon de stylo dans notre monde d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tous les bouchons soient plus grands que tous les stylos. Ça vous paraît être du bon sens. Sauf que c'est stupide. On n'a pas besoin que tous les bouchons aillent avec tous les stylos, parce que dans la vraie vie, on va prendre un bouchon dans l'autre bouchon, un stylo dans l'autre stylo, et on va additionner, on va regarder s'ils fonctionnent ensemble. Ça veut dire que si j'ai une probabilité assez faible, grâce à Marie par exemple, si j'ai une probabilité assez faible de fabriquer des stylos un peu forts, et une probabilité assez faible de fabriquer des bouchons un peu faibles, il dit « et ». La magie des statisticiens, c'est quand ils disent « et », ils multiplient. C'est donc la probabilité qui se rencontre, c'est le produit des deux probabilités. C'est-à-dire, si j'ai une chance sur 1000 de fabriquer un bouchon un peu faible et une chance sur 1000 de fabriquer un stylo un peu fort, j'ai une chance sur 1 million qui se rencontre un jour. Ça s'appelle un risque, ça ne marchera pas. Est-ce que je suis prêt à assumer un risque de 1 pour 1 million pour un bouchon de stylo? Alors 1 pour 1 million, je te le dis tout de suite, Pierre, sur un avion, non. Mais pour des bouchons de stylo, je pense qu'on doit pouvoir prendre ce risque. Ça dépend de combien on va gagner derrière. C'est toujours pareil. Derrière la décision, il y a un coût. Et celle-là, on l'a gérée comme ça. Alors ça s'appelle aussi la chaîne de cotes. Quand on empile, on veut mettre des pièces dans une boîte. Imaginez une boîte, on veut mettre 4 cubes dans la boîte. On regarde la tolérance de la boîte, c'est 1/10. On a 4 cubes. Notre déterminisme fait que on divise 1/10 par 4, ça fait, je vous le fais de tête, 25, 0,025. Le gars au bureau d'études, il dit oui, mais pour être sûr, on va demander 15, 0,015. Et là, c'est sûr, ça marche. Ah oui, ça c'est sûr, ça marche. Ça surmarche. Statistiquement, on peut démontrer qu'avec des boîtes qui ont une tolérance de 50, 4 boîtes qui ont une tolérance de 50, dans certaines conditions qu'on ne va pas développer ici, rentrent dans une boîte qui a une tolérance d'1/10. Si je passe de 15 à 50, j'ai multiplié la tolérance par 3. J'ai donc divisé mes coûts, réduit mon impact, réduit mes efforts, et je deviens compétitif. Et c'est bien ça l'objet de la smart méthodologie, c'est de permettre cette compétitivité. Donc si on avait une approche qui est une approche de la réalité, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe quand on fabrique des bouchons, quand on fabrique des stylos, quand on fabrique des pièces d'avion, des pièces de voiture, des pièces de téléphone, d'ordinateur, tout ce que vous voulez, des vaccins, des analyses biologiques. C'est ce qui se passe. Il y a des probabilités, des variations, des aléas. Et si on tient en compte l'aléa, finalement, c'est plutôt une richesse qu'on va pouvoir aller chercher plutôt qu'une contrainte. Encore faut-il assumer le risque, que de toute façon, on doit assumer. Je crois que dans le livre, on dit que la vraie vie se joue de nos précautions, parce qu'en réalité, il y a quand même des trucs qui tombent en panne. Voilà. On est bien obligé de l'admettre. Dans une formation, j'ai pris conscience d'un truc, et ça avait valu sur le blog laméthodologieautrement.com d'écrire un billet dont le titre était « L'équation du juste nécessaire ». Cette courbe, elle est fondamentale. C'est la courbe du juste nécessaire. En gros, on peut définir la valeur d'un service ou d'un produit comme le ratio entre ce qu'il apporte et ce qu'il coûte. Je vous le fais simple, parce que ce qu'il apporte, ce n'est pas des euros, c'est un confort, c'est un peu subjectif. Ça se mesure, ça se mesure par des sondages, ça se mesure avec des indicateurs, mais voilà, c'est le ratio des deux. Et tout le monde sait, ou à peu près, que plus on va vouloir de fonctionnalités, de peaufiner le truc, le machin, le bazar, le truc qui est son bidule, et plus on va augmenter le coût. D'accord ? Donc l'augmentation, elle est plutôt de type exponentiel. Et la valeur d'usage, elle, à l'inverse, elle est plutôt de type logarithmique. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une voiture pour se déplacer, on veut quoi ? Un moteur, 4 roues et du carburant.
Après, si on a la radio, si on a le GPS, si on a le petit gobelet, ben ça, bon, on peut s'en passer. Ce qu'on a besoin, c'est se déplacer. Mais quand on fait le ratio de ces deux courbes, on trouve toujours un pic comme ça. C'est-à-dire on trouve un optimum. Donc le ratio des deux, la juste valeur, le juste nécessaire, elle peut aller s'évaluer par l'optimum de cette courbe en très fort. Et je pense que la smart métrologie doit permettre de tenter d'atteindre cet optimum. C'est-à-dire de trouver le bon équilibre entre la valeur d'usage et son coût, le bon équilibre entre le risque dit client et le risque dit fournisseur, sachant que de toute façon, les deux risques, je l'ai dit et redit, c'est toujours assumé par le client. Et c'est ça notre objectif. Alors, il y a des contextes où c'est un peu compliqué. Par exemple, dans la gestion d'un parc métrologie, c'est un peu compliqué. Je montrerai tout à l'heure qu'on peut tout à fait le faire.